Le 17 août 1992, dans les Rocheuses du Colorado, une patrouille de rangers s'avance dans une clairière isolée. Ils suivent une piste donnée par des amis inquiets. Un jeune couple parti camper n'a plus donné signe de vie depuis 2 jours. En franchissant les sapins, ils découvrent une tente, dressée avec soin, parfaitement fermée. Les sacs de couchage sont encore à l'intérieur, dépliés, comme si on venait d'y dormir. Les chaussures du couple sont alignées près de l'ouverture. Leur sac à dos, leurs lampes, une petite radio, même 2 mugs encore sales de café refroidi, tout est en place. Tout, sauf eux. Le silence de la montagne est oppressant. Pas d'empreinte autour de la tente. La terre est trop sèche pour en conserver. Pas de traces de lutte. Pas d'indice évident. On dirait que le jeune couple a simplement disparu, volatilisé dans la nuit. Leurs noms sont Ethan Miller et Claire Thompson. Il avait 25 ans, elle en avait 23. 2 jeunes amoureux, passionnés de nature, partis pour un week-end romantique sous les étoiles. Leur disparition va rapidement devenir l'un des mystères les plus glaçants de l'Ouest américain. Un mystère qui hantera les familles, divisera la communauté et dormira pendant plus de 20 ans dans une boîte d'archives poussiéreuse. Mais ce mystère n'était pas destiné à rester enterré, car des décennies plus tard, la science va briser le silence des montagnes et révéler une vérité bien plus sombre que tout ce que l'on avait imaginé. Avant de disparaître dans les montagnes, Ethan Miller et Claire Thompson étaient 2 visages lumineux d'une jeunesse pleine de promesses. Raconter leur histoire, c'est comprendre pourquoi leur absence a laissé un vide si immense. Ethan avait 25 ans en cet été 1942. Né et élevé à Boulder, il était l'aîné d'une fratrie de 3. Son père travaillait dans le bâtiment, sa mère était infirmière. Ethan, lui, avait choisi la voie de l'ingénierie, mais son véritable amour était ailleurs, la nature. Depuis l'adolescence, il passait ses week-ends à grimper, randonner ou simplement s'évader dans les Rocheuses. Ses amis disaient de lui qu'il était le guide né, celui qui connaissait toujours la bonne route, le meilleur sentier, le coin parfait pour installer un campement. Claire avait 23 ans. Originaire de Denver, elle avait grandi dans une famille plus modeste. Ses parents tenaient un petit magasin de fleurs et c'est dans cette boutique qu'elle avait appris très tôt à aimer la patience des gestes simples. Mais derrière son apparente douceur se cachait une volonté de faire. Claire poursuivait des études en biologie, espérant un jour travailler dans la conservation de la faune. Elle rêvait de protéger les paysages qu'elle aimait tant parcourir. Ils s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt à l'université, lors d'un séminaire sur l'écologie alpine. Ethan parlait avec passion de ses randonnées, Claire prenait des notes minutieuses. Leurs regards s'étaient croisés et dès lors, il avait semblé évident à leurs proches qu'ils partageaient plus qu'un simple intérêt académique. Leur relation était simple, fluide. Ils n'étaient pas du genre à fréquenter les bars bruyants, ni les fêtes étudiantes. Leur bonheur se trouvait ailleurs, dans une marche silencieuse sur un sentier de montagne, dans une soirée autour d'un feu de camp ou dans un pique-nique improvisé au bord d'un lac. Ce week-end d'août 1942, ils avaient décidé de s'offrir une parenthèse. Claire venait de finir son stage d'été au centre de recherche. Ethan avait quelques jours de congé. Ils avaient chargé leur vieille Jeep Cherokee d'un équipement minimaliste. Une tente, 2 sacs de couchage, un réchaud et un appareil photo pour immortaliser leurs souvenirs. Leur destination, un coin reculé des Rocheuses, près du sentier Devil's Creek, un lieu qu'Ethan connaissait bien et qu'il voulait faire découvrir à Claire. Le vendredi soir, avant de partir, ils avaient dîné avec les parents de Claire. Elle leur avait promis d'appeler le dimanche soir pour les rassurer. Un simple coup de fil, rien de plus. Mais ce coup de fil ne viendra jamais. Le couple représentait tout ce qu'une petite communauté pouvait envier et admirer. La jeunesse, l'avenir, l'amour sincère. C'est pour cela que leur disparition n'allait pas seulement déchirer 2 familles, mais devenir une plaie collective. Un mystère que chacun porterait comme une ombre dans les années à venir. Le samedi 15 août 1992, par une matinée encore tiède d'été, Ethan et Claire prennent la route dans leur vieille Jeep Cherokee. Le ciel est dégagé, mais en montagne, chacun sait que la météo peut basculer en quelques heures. Ils ne s'en soucient pas. Habitués des sentiers, ils savent voyager léger mais prudent. Avant de quitter Denver, ils s'arrêtent dans une station-service. Le pompiste se souvient encore d'eux. Un jeune homme brun souriant qui plaisantait en vérifiant la pression des pneus. Une jeune femme qui achetait 2 bouteilles d'eau et une carte routière. Un couple banal, heureux, qui ne laissait présager aucune tragédie. La Jeep s'engage ensuite sur l'Interstate 70, puis bifurque vers des routes plus étroites,
sinueuse, jusqu'à la petite localité de Glenwood Springs. De là, ils prennent la direction du sentier Devil's Creek, un lieu connu seulement des randonneurs passionnés. La zone est reculée, sans véritable camping aménagé, mais c'est précisément ce que cherchait Ethan. Le silence, la nature brute, loin de tout. Un garde forestier, en patrouille ce jour-là, se rappelle les avoir croisés vers midi. Ils marchaient sur le sentier, sac à dos chargé, mais pas excessivement lourd. Claire avait levé la main pour saluer, un sourire aux lèvres. Le garde leur avait souhaité une bonne randonnée, sans imaginer qu'il serait l'un des derniers à les voir. Selon les notes retrouvées dans l'appareil photo d'Ethan, la journée s'était déroulée normalement. Des clichés montrèrent le couple riant au bord d'un ruisseau, une marmotte sur un rocher, puis le campement installé dans une clairière bordée de pins. La lumière tombante donnait aux photos une chaleur paisible. Tout indiquait que la soirée s'était annoncée douce et sans incident. La tente, une petite 2 places couleur kaki, avait été dressée sur un sol plat. À côté, un feu de camp crépitait, entouré de pierres. Ils avaient mangé simplement, pâtes déshydratées et café chaud, avant de s'envelopper dans leur sac de couchage. Dans son journal de poche, retrouvé plus tard dans la tente, Claire avait écrit une phrase brève, mais émouvante. « Ici, loin du monde, je me sens vivante. » Et puis plus rien. Car ce soir-là, quelque chose a basculé. Personne ne les reverra descendre du sentier. Le lendemain matin, la Jeep reste stationnée là où ils l'avaient laissée. Mais dans la clairière, il ne reste bientôt qu'une tente, et un mystère qui allait traverser les décennies. Le dimanche soir, comme convenu, Claire devait téléphoner à ses parents depuis une cabine de Glenwood Springs. Mais l'appel n'arrive jamais. Au début, les Thompson pensent à un simple contretemps. Mauvaise réception, oubli ou fatigue après une longue marche. Mais lorsque la nuit passe sans nouvelles, l'inquiétude commence à gronder. Le lundi matin, David Parker, le père de Claire, décide de prévenir les autorités locales. Les Rangers connaissent bien ces signalements. Souvent, il s'agit de campeurs qui prolongent leur séjour ou qui prennent un autre chemin pour rentrer. Mais cette fois, quelque chose les alerte. Ethan et Claire sont jeunes, organisés, et avaient annoncé clairement leur retour. Ignorer totalement leurs proches n'est pas dans leurs habitudes. Le mardi, une équipe de recherche est envoyée dans la zone du sentier Devil's Creek. La Jeep Cherokee est vite repérée sur le petit parking forestier. Intacte, verrouillée, rien ne manque à l'intérieur. Un détail inquiète les enquêteurs. L'autoradio indique une cassette encore insérée. Le volume bas, comme si le véhicule avait été garé pour quelques heures seulement. Les Rangers décident de suivre le sentier. Après près de 2 heures de marche à travers bois, ils tombent sur une clairière. Là, au milieu, se dresse une tente kaki parfaitement installée. À première vue, rien d'anormal. Mais en s'approchant, le malaise s'installe. La tente est intacte, fermée, sans signe de lutte. À l'intérieur, 2 sacs de couchage encore déroulés, leur couverture froissée comme si le couple venait de dormir là. À côté, 2 mugs sales portent encore des traces de café séché. Leur lampe torche repose au sol, avec les piles encore fonctionnelles. L'appareil photo d'Ethan est posé sur son sac à dos, contenant des clichés pris la veille. Les chaussures de marche du couple sont alignées près de l'entrée. Les journaux de Claire, son blouson, les clés de la Jeep, leur nourriture, tout est là. Tout, sauf eux. La scène glace les Rangers, car elle ressemble moins à un départ improvisé qu'à une interruption brutale. Comme si Ethan et Claire avaient quitté la tente pour quelques minutes, sans jamais revenir. Les alentours sont fouillés. Pas de traces de lutte, pas d'empreintes nettes. La terre est sèche, recouverte d'aiguilles de pin, qui absorbent tout indice. Pas de vêtements déchirés, pas de sang, rien. Juste un silence oppressant, renforcé par l'altitude et le souffle du vent entre les sapins. Les recherches s'intensifient. Des équipes quadrillent la zone avec des chiens pisteurs qui marquent un intérêt à une centaine de mètres, près d'un ravin. Mais la piste s'interrompt brusquement, comme si le couple s'était volatilisé. La tente est démontée et transportée comme pièce à conviction. Pour les enquêteurs, c'est le cœur de l'énigme. Un campement intact, des affaires personnelles abandonnées, aucun signe de départ volontaire. Les parents des 2 jeunes sont convoqués. Leur douleur est immédiate, mais aussi leur refus catégorique de croire à une fugue ou à une disparition volontaire. Claire et Ethan avaient tous des projets, des études, des carrières à construire. Rien, absolument rien, ne laissait présager une fuite. Dans les jours qui suivent, la presse locale s'empare de l'affaire. On parle du mystère de la tente des Rocheuses. Des rumeurs circulent. Un ours,
Une chute accidentelle, une rencontre inquiétante. Mais aucune piste solide n'émerge. La clairière, pourtant si paisible, devient dès lors un lieu maudit, un espace où le temps semble s'être figé, où 2 vies se sont éteintes sans témoin, et où une simple tente abandonnée devient le symbole d'une énigme qui défiera la police pendant des décennies. L'enquête officielle commence dans les jours qui suivent la découverte de la tente. Les autorités locales mobilisent une 50aine de volontaires, rangers et habitants pour fouiller chaque recoin des environs. Des hélicoptères survolent la zone, des plongeurs inspectent les rivières. Rien. Très vite, 3 théories principales émergent. La première, l'accident. Peut-être Ethan et Claire sont-ils sortis de leur tente la nuit pour une raison quelconque. Chercher de l'eau, admirer le ciel ou suivre un bruit. Un faux pas aurait pu les entraîner dans un ravin ou les faire tomber dans une rivière. Mais aucun corps n'est retrouvé. Et la zone, fouillée en profondeur, ne révèle rien. La deuxième, l'attaque animale. La région abrite des ours noirs et des cougars, mais les experts rejettent rapidement l'hypothèse. Une attaque aurait laissé des traces, sang, vêtements déchirés, empreintes animales. Or la tente est intacte, et aucune trace de lutte n'est visible. La troisième, la piste criminelle. La plus inquiétante, mais aussi la plus difficile à prouver. Quelqu'un aurait pu surprendre le couple, les contraindre à sortir et les emmener de force. Mais alors pourquoi laisser tout leur matériel sur place? Et surtout, comment un criminel aurait-il pu effacer toute trace de son passage dans un lieu aussi isolé? Les enquêteurs interrogent les randonneurs présents dans la région ces jours-là. Certains affirment avoir entendu des bruits étranges dans la nuit de samedi à dimanche. D'autres parlent d'une silhouette aperçue près du parking où était garée la Jeep. Un homme seul qui observait les alentours sans participer aux recherches. Mais aucun témoignage ne concorde vraiment. Le dossier s'épaissit, mais les certitudes s'évaporent. La presse amplifie le mystère. On compare l'affaire au célèbre Dyatlov Pass en Russie, où 9 randonneurs avaient été retrouvés morts dans des circonstances jamais élucidées. La comparaison frappe les esprits. Une tente abandonnée, des vies interrompues, des explications qui échappent à la logique. Au bout de 6 mois, faute de preuves tangibles, l'enquête s'essouffle. Les boîtes de preuves, la tente, les sacs de couchage, les mugs sales, l'appareil photo sont catalogués et rangés dans le sous-sol du bureau du shérif. Officiellement, l'affaire reste ouverte. En réalité, elle glisse lentement vers l'oubli. Pour les familles de Claire et Ethan, les années qui suivent sont un long deuil suspendu. Il n'y a pas de corps à enterrer, pas de certitude, pas de vérité, juste une tente et des souvenirs figés dans le temps. Chaque 15 août, les parents de Claire organisent une veillée à Denver. Des bougies sont allumées, des prières murmurées. Émilie, la sœur cadette de Claire, se souvient encore de ces soirs où les voisins venaient en silence, posant une main sur son épaule. Tous espéraient une révélation, une piste, quelque chose qui mettrait fin au cauchemar. Du côté de la famille d'Ethan, le silence devient un poids insoutenable. Sa mère cesse de parler de lui, son père noie sa douleur dans le travail. Son frère cadet, Marc, se jure un jour de reprendre le flambeau et de trouver ce qui s'est passé. Pendant ce temps, la presse relance périodiquement l'affaire. Un article en 2002, le titre disait « 10 ans après, la tente reste vide ». Un autre, en 2012, le mystère de Devil's Creek n'a jamais livré ses secrets. Mais aucun nouveau témoignage ne permet de relancer l'enquête. Les rumeurs, elles, continuent de circuler. Certains parlent d'un ermite violent qui vivait dans les montagnes à l'époque. D'autres évoquent un rôdeur aperçu plusieurs fois près du parking, un homme au passé trouble, mais aucun nom précis n'est jamais donné. La tente et les affaires personnelles du couple restent enfermées dans une boîte étiquetée Cold Case numéro 92 DC, Miller & Thompson. Un carton poussiéreux parmi tant d'autres, oublié dans l'ombre. En 2017, un nouveau procureur du Colorado lance un vaste programme de réexamen des affaires classées. L'objectif, réanalyser les preuves avec les technologies ADN les plus récentes. La boîte Miller et Thompson est sortie du sous-sol pour la première fois depuis 20 ans. Les techniciens passent tout au crible, les sacs de couchage, les mugs, l'appareil photo, la tente. C'est sur une fermeture éclair de la tente qu'ils trouvent un indice, un minuscule fragment de peau, invisible à l'œil nu, probablement laissé par quelqu'un qui a manipulé l'entrée cette nuit-là. L'échantillon est envoyé au laboratoire d'État. Quelques semaines plus tard, la nouvelle tombe. Un profil ADN complet est extrait. Mais il n'apparaît pas dans CODIS, la base des criminels condamnés. Les enquêteurs décident alors d'utiliser une méthode plus récente, la généalogie génétique.
En comparant le profil inconnu avec des bases de données généalogiques, ils trouvent une correspondance partielle avec une famille vivant toujours au Colorado. Un nom émerge, Douglas Rainer, un homme aujourd'hui âgé de 65 ans, ancien guide de montagne, vivant dans une petite ville à une centaine de kilomètres. En 1992, Rainer avait été brièvement interrogé. Il avait affirmé n'avoir croisé personne ce week-end-là et n'avait jamais été inquiété. Mais son ADN sur la fermeture éclair change tout. Les enquêteurs montent une surveillance discrète. Un gobelet jeté dans une poubelle publique suffit à confirmer. Le profil correspond. Après 25 ans de silence, un suspect formel vient d'être identifié. L'interpellation de Douglas Rainer choque la région. Ancien guide respecté, passionné de randonnée, il passait pour un homme discret, sans histoire. Mais les enquêteurs découvrent un autre visage. Dans les années 90, plusieurs randonneuses s'étaient plaintes d'un homme qui les suivait sur les sentiers. Aucune plainte officielle n'avait abouti, faute de preuves. Rainer était connu pour ses colères, son alcoolisme et ses séjours solitaires dans les bois. Lors des interrogatoires, il nie d'abord, puis il finit par admettre qu'il avait croisé le couple ce week-end-là. Selon lui, il s'était approché de leur tente par curiosité. Mais les enquêteurs ne croient pas à cette version. Pourquoi son ADN serait-il sur la fermeture, si ce n'est parce qu'il a contraint Claire et Ethan à sortir? Des fouilles supplémentaires sont organisées dans les Rocheuses. À plusieurs kilomètres de la clairière, dans une zone escarpée, on retrouve des ossements humains dispersés, confirmés comme appartenant à Ethan. Quelques effets personnels de Claire sont également découverts. Une montre, un pendentif. Les analyses confirment l'horreur. Le couple a été victime d'un crime. En 2019, Douglas Rainer est jugé. Le procès attire une foule immense. La salle est comble. Emily Thompson, la sœur de Claire, témoigne avec émotion. « Nous avons attendu 27 ans pour entendre ce nom. Aujourd'hui, nous savons enfin ce qui s'est passé. Rainer est reconnu coupable de double homicide et condamné à la prison à vie. La tente kaki, soigneusement pliée, est rendue aux familles après le procès. Ils décident de la brûler lors d'une cérémonie privée, comme pour clore symboliquement le cauchemar. Les cendres sont dispersées au pied des Rocheuses, là où tout avait commencé. Pour les proches, la douleur reste immense. Ethan et Claire n'ont jamais pu vivre la vie qu'ils imaginaient, mais au moins, leurs noms ne sont plus liés à une énigme insoluble. Le shérif qui avait rouvert le dossier dira plus tard « Ce ne sont pas les montagnes qui ont gardé leur secret si longtemps. C'était nous, nos limites, notre science. » Aujourd'hui, elles ont parlé 27 ans après. Le mystère de la tente des Rocheuses a enfin trouvé une fin, une vérité arrachée au silence, comme une voix revenue des pins et des falaises.